Mars. Oui. Pour laquelle nous sommes ravis d'accueillir avec nos partenaires, donc Charlotte Brive, pour une présentation de votre livre Face à l'antibiorésistance, publié aux éditions Amsterdam. Je vous laisserai ensuite détailler, dire le sous-titre, etc. Je lâche, je m'arrête. Déjà, le titre en soi, c'est... Voilà. Et puis, donc, ce soir, c'est Mathieu Montalmont qui va animer la rencontre. Donc, je vous laisse en bonne compagnie pour ce temps d'échange. Merci À vous. Eh bien, vas-y. Je voulais simplement dire 3 mots. D'une part, je me félicite de l'invitation de ce soir et à l'avance de l'échange qui va avoir lieu autour du livre de Charlotte Brive. D'autre part, eh bien, comme chacun sait, pour parodier Rabelais, conscience sans science n'est que ruine de l'âme. Et je me réjouis d'autant plus de la présentation de cet ouvrage que, évidemment, la science, au nom du fait qu'elle est dure, ce qui est un peu ridicule pour les sciences dures, au nom du fait peut-être qu'elle est molle pour les autres, ce qui est tout aussi ridicule, est quand même laissée un peu pour compte dans le domaine de la culture au sens général. Et donc, à Espace Mars, on se félicite qu'on puisse aborder des problèmes scientifiques qui, d'autant plus, sont autant des problèmes scientifiques que anthropologiques et politiques, ce que, j'en suis sûr, l'échange va confirmer. À vous. Merci Vincent. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir chers amis. Ravi de vous voir nombreux, je ne sais pas si le terme est approprié, mais en tout cas présent. Pour accueillir Charlotte Brive, Charlotte que nous connaissons bien quand même, qui est chargée de recherche toujours. Je sais pas si Non. Non, ouais, quand même pas. On aimerait bien. Oui, peut-être Voilà. bientôt, peut-être. Voilà, donc chargée de recherche au CNRS en anthropologie, qui est une spécialiste de microbiologie, disons les choses comme ça. Et bonjour Alina. Donc spécialiste de microbiologie, notamment de virologie et de virus, qui est plutôt spécialiste donc de, comme on appelle aujourd'hui, les STS, hein, en gros, les études sur les sciences, si vous voulez, hein, en quelque sorte, une partie de la sociologie des sciences qui s'appelle les STS, et qui est donc membre du centre Émile Durkheim, qui est un laboratoire de recherche en sociologie, sciences politiques, anthropologie. Je pense que j'ai fait grosso modo le tout. Voilà. Alors, peut-être avant de commencer sur l'ouvrage, je pense que, et même avant le titre, peut-être qu'est-ce qu'une anthropologue, finalement, vient faire dans le monde des sciences? Ça, je pense que ça pose peut-être question au public, parce que c'est vrai que souvent, on s'imagine les anthropologues avec des tribus lointaines, mais aujourd'hui, dans le monde, disons, moderne, alors je ne sais plus quel post-hyper moderne 2.0, enfin, je ne sais plus comment il faut l'appeler, tu me diras ce qu'il faut dire, mais comment les anthropologues appréhendent le monde moderne, et donc qu'est-ce que c'est qu'une anthropologue des sciences? Voilà. Et donc, qu'est-ce que fait Charlotte Brive au quotidien? Voilà. Ce n'est pas la question la plus simple par laquelle commencer. Non, mais en fait, effectivement, au départ, peut-être ce qu'il faut dire, c'est que j'ai d'abord commencé par la biologie. Voilà, j'ai fait de la biologie jusqu'en licence. Je voulais faire un master en virologie. J'aimais beaucoup les virus. J'aimais les virus qui étaient très méchants à l'époque. J'étais passionnée de fièvre hémorragique. Je rêvais vraiment d'aller sur le terrain. Voilà. Bon, j'avais trop regardé Alerte avec Dustin Hoffman. Il y avait toute une espèce de... Voilà. Et je suis tombée sur un virologue qui m'a expliqué que j'étais une femme et que visiblement, c'était suffisant pour me disqualifier pour la suite. Et il se trouve qu'à l'époque, j'avais rencontré quelqu'un qui était historien et qui est dans la salle, voilà. Et en fait, en discutant, je me suis rendu compte que la biologie, je ne me voyais pas faire une thèse de biologie en laboratoire. J'ai fini par en faire une, mais en tant qu'anthropologue. Donc, j'ai commencé l'anthropologie. Au début, effectivement, c'était ça. C'était Malinowski, c'était
Voilà, c'était vraiment l'anthropologie qu'on considère un peu comme exotique aujourd'hui. Sauf que à Bordeaux, il y avait un cursus européaniste. Il y avait de plus en plus de gens qui commençaient à travailler sur l'anthropologie du proche. Et j'ai eu la chance, à la fin de la licence d'anthropo, de rencontrer les travaux de Bruno Latour, qui lui, donc, avait une formation de philosophe, était aussi passé un peu par l'anthropo, la socio, et avait réalisé une ethnographie de laboratoire en faisant cette espèce de grand pas qui consistait à dire, ben, il n'y a pas de raison, si on peut étudier les autres radicalement autres, comme dirait une ancienne de mes professeurs d'anthropologie, et ben, il n'y a pas de raison, on peut faire une anthropologie complètement symétrique et pas uniquement anthropologiser les ruraux ou la sorcellerie dans le bocage, comme a fait Jeanne Fabré-Saada, etc., mais aller vraiment au cœur de ce qui consiste, de ce qui constitue la rationalité occidentale, et donc aller directement regarder comment les sciences étaient produites. Et c'était super, parce que moi, j'avais été formée en biologie, et donc je voyais bien qu'il y avait vraiment une différence entre ce qu'on pouvait dire sur les sciences d'un côté et la façon dont les sciences se pratiquaient. Et c'était le point de départ de Latour, de dire que nous n'avons jamais été modernes, donc effectivement la question de la modernité, c'est-à-dire de dire qu'il y a une vraie différence entre ce qu'on peut raconter sur ce que sont les sciences et la façon dont les sciences se pratiquent réellement dans le quotidien des laboratoires, en tout cas dans les lieux dans lesquels on produit des savoirs. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Et donc, j'étais très contente de voir à la fin de mon début d'année bonsoir, très contente de voir qu'on pouvait faire en fait de l'anthropologie, en gros, des biologistes. Et donc, j'ai fait une thèse en laboratoire à Bordeaux. Donc, finalement, j'ai fini par faire ce que je ne voulais pas faire quand j'ai quitté la biologie. Et c'était un peu curieux parce que c'était effectivement une thèse de microbiologie. Je ne l'aurais pas dit comme ça à l'époque, mais je travaillais sur les relations entre les humains et les levures. Alors, la levure Saccharomyces cerevisiae, qui est celle que tout le monde connaît, parce que c'est celle avec laquelle on fait le pain, la bière, etc. Et la question que je me suis posée, qui n'était pas celle que je me posais au début. Au début, j'étais partie à la Fabré-Saada en disant je vais montrer qu'ils ont des croyances, je vais montrer qu'eux aussi, ils ne sont pas rationnels, en fait. Et là, j'étais encore très jeune. Et en fait, quand j'ai rencontré Latour me dit ils font quoi tes levuristes? Elles font quoi tes levures? Et c'était très curieux de me demander ce que faisaient mes levures, parce que pour moi, ce que je regardais, c'était ce que faisaient mes scientifiques. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment comprendre ce que c'était que effectivement les études sur les sciences à la Latour, et ce qu'on appelle les STS aujourd'hui, c'est-à-dire avec une attention vraiment portée sur les objets sur lesquels travaillent les scientifiques. Et donc la question est devenue comment on fait, quel type de relation on entretient avec des micro-organismes quand on veut essayer d'apprendre quelque chose sur eux. Et donc là, ça a été une vraie surprise parce que on se rend compte que finalement, le laboratoire, c'est pas du tout un espace qui est cadré par les humains, mais en fait, le laboratoire, il est organisé autour des micro-organismes parce que si on veut apprendre des choses correctement sur eux, il faut faire attention à la façon dont ils vivent, ce qu'ils mangent, voilà, leurs moyens de subsistance, leurs habitudes, etc. Donc voilà, ça a été le début, j'ai fait cette thèse. Et puis après, il a quand même fallu que je montre que j'étais une vraie anthropologue. Alors, j'ai eu la chance de partir un peu quand même en Afrique subsaharienne, faire du vrai terrain, quoi. Et là, j'ai travaillé sur les essais cliniques sur le VIH, et là, j'ai vraiment commencé à travailler sur les virus, mais quand même encore un peu de loin, puisque je travaillais sur les essais, on y reviendra, parce que j'ai beaucoup utilisé le travail sur les essais cliniques pour pouvoir comprendre ce qui se passait avec la thérapie phagique. Donc voilà, j'ai passé quelques temps comme ça à essayer d'acquérir mes vrais galons d'anthropologue. Et puis très très vite, en fait, je suis revenue dans mes laboratoires parce que c'est quand même là que j'aime bien être. Et j'ai travaillé j'ai été recrutée au CNRS sur un projet sur les virus et j'ai découvert les virus bactériophages, voilà, qui sont à l'opposé total des premiers virus que je voulais étudier parce que sont absolument pas pathogènes pour les humains, ils nous font pas saigner, ils nous rendent pas complètement malades, ils sont pas mortels et au contraire ils peuvent soigner. Donc du coup, je trouvais que c'était intéressant de renverser. Comme je commençais déjà à penser les virus autrement, y compris le VIH, et à les penser plus comme des espèces avec lesquelles il fallait réfléchir, parce qu'on vit avec au quotidien, le fait d'avoir des virus qui sont inoffensifs pour les humains rendait plus facile l'exercice, en fait, de se dire, OK, c'est autre chose que des bêtes extrêmement méchantes. C'est mieux pour vivre que ça ne pas trop méchant. Voilà. Mais ceci dit, on vit avec le VIH depuis plus de 40 ans maintenant. Ça, tout à fait.
du coup, bon, on voit bien la démarche de l'anthropologue pour aller donc dans la tribu, si je puis dire, si tu me permets l'expression, des scientifiques virologues et dans leur petit espace clos. Et du coup, on va en venir à cet ouvrage et donc, qui est le fruit d'un projet scientifique que tu as mené. Tu as failli m'enrôler, mais malheureusement, j'étais trop occupé. Est-ce que je t'ai convaincu? Est-ce que tu veux venir? Non, mais ça m'intéresse. Tu sais que si j'avais eu le temps, avec joie, j'aurais collaboré. Mais malheureusement, on n'a pas exactement toujours le temps qu'on voudrait dans ce travail. Donc, le titre, c'est Face à l'antibiorésistance. Et le sous-titre est, à mon avis, déjà soulève déjà une première question en tant que telle, une écologie politique des microbes. Donc, évidemment, quand on parle de politique, alors écologie, on voit tout à fait, les politiques, on se dit tout de suite, c'est les relations entre guillemets, entre humains. Donc là, tu vas convoquer finalement, comme tu nous disais, les relations entre alors je ne sais pas si on doit dire des germes, enfin en tout cas des micro-organismes, des virus, et les humains. Donc, peux-tu élaborer un petit peu sur cette notion d'écologie politique des microbes? Oui, c'est une vraie question parce que justement, il y a beaucoup de travaux maintenant qui nous demandent de prendre en compte le vivant et voilà, il faudrait faire de la politique avec le vivant, etc. Enfin, l'objet du livre n'est pas de dire que les microbes font de la politique. En tout cas, c'est absolument pas comme ça que moi je le formule. Ça a été fait. Enfin, je veux dire, là, il y a beaucoup de travaux maintenant sur comment on fait pour politiser le vivant, etc. Il y a deux aspects en fait dans la notion d'écologie politique. La première, c'est qu'en fait, on sait très bien, enfin, je veux dire qu'on vit avec les micro-organismes depuis des millénaires. C'est-à-dire que si on pense ne serait-ce qu'à nos moyens de subsistance, toute la plus grande partie de la nourriture pendant très longtemps est de la nourriture fermentée parce qu'on peut la conserver, parce qu'on peut la transformer. Et c'est les microbes, les trois quarts du temps, qui s'occupent de faire ce travail-là. Donc en fait, les relations de compagnonnage entre les humains et les microbes, elles sont là depuis très très longtemps. Elles sont attestées dans quasiment toutes les sociétés. Donc voilà, ça c'est le premier point. Ensuite, il se trouve qu'il y a des microbes, on va dire, méchants, ceux qui sont pathogènes, pour lesquels on a déjà tout un tas de politiques qui sont mises en place, d'évitement. Alors, bon, avec le Covid, je pense que maintenant, la dimension politique de nos rapports aux microbes, on n'a vraiment pas trop besoin de la développer plus que ça pour les microbes pathogènes. Pour les microbes non pathogènes, il y a aussi, et ça c'est une anthropologue américaine qui s'appelle Heather Paxson, qui a travaillé sur la production de fromage au lait cru aux États-Unis, et qui emploie dans un terme, voilà, dans une reprise de Foucault, le terme de microbiopolitique, pour dire que, bien évidemment, en fait, même avec les microbes qui ne sont pas pathogènes et qu'on utilise dans nos projets, on a quand même des relations ambiguës. Et donc, qui dit relations ambiguës dit qu'il faut mettre en place des normes, des standards qui permettent en fait de pallier les risques qui sont inhérents à ces commerces qu'on a en permanence avec les microbes. Ça, c'est le premier aspect, on va dire, de l'écologie politique, c'est-à-dire qu'effectivement, en fait, comment on fait avec ces microbes qui sont omniprésents, qui nous traversent, qui sont bons, pas bons, etc. Ça, c'est même pas la question, parce qu'en fait, c'est fluctuant et c'est en mouvement en permanence. Donc, un microbe qui est gentil peut devenir méchant, etc., si on veut employer ces termes-là. Donc, de toute façon, on a besoin de cadrer un peu ces relations qu'on a avec ces entités. Le deuxième aspect, c'est beaucoup plus un aspect qui est lié cette fois-ci à l'anthropologie des sciences et à la production des connaissances. C'est le fait de poser dès le départ que la production des savoirs, elle est politique. Et donc, dès le début, même à un niveau qu'on pourrait dire éventuellement infrapolitique dans les laboratoires, en fait, on peut le dire de manière assez simple, la question que vous allez vous poser, l'objet de recherche que vous allez choisir, le cadre théorique que vous allez convoquer, l'utilisation que vous allez faire de ces savoirs, tout ça, c'est bien évidemment des choix qu'on fait dès le départ. C'est des choix qui sont moraux, c'est des choix qui sont éthiques, des choix qui sont de toute façon politiques au sens large, c'est-à-dire qu'on choisit d'ordonnancer d'une certaine manière les choses et les êtres. Et donc, quand on va faire un travail en laboratoire, quand on va produire des connaissances, là, peut-être qu'il faudrait que je rentre un peu plus dans le détail sur les phages, donc on va y aller. Mais par contre, savoir où commencer, ça va être compliqué. Peut-être définir les termes. Ça va peut-être. Je disais que bon, il y a pas mal de termes techniques évidemment, mais peut-être que pour le béotien, les différents monstres qu'on va rencontrer. Ouais. Voilà. Donc, en fait, j'ai commencé à travailler on va revenir sur le début, j'ai commencé à travailler sur les phages complètement par hasard, parce que je travaillais sur les virus, et donc quelqu'un m'a dit un jour, tu connais les phages, c'est des virus qui s'attaquent aux bactéries. Je ne connaissais pas du tout, et je les ai rencontrés pour la première fois en 2016.
Donc, très vite, comme tous les gens qui travaillent sur les phages, j'étais complètement enthousiasmée par ce truc. Donc, je me suis mise à lire tout ce qui avait trait à la question. Et très rapidement, il s'est avéré que ces phages recommençaient à être connus. Alors, ils sont très connus dans les laboratoires parce qu'ils ont été en fait des entités qui ont été utilisées depuis les années 40, notamment pour le développement de ce qu'on appelle la biologie moléculaire. Donc, sans rentrer dans les détails, la majeure partie des découvertes qu'on a fait sur le fonctionnement des cellules, sur l'ADN, etc., ça a été fait, les techniques de clonage qu'on a aujourd'hui viennent en grande partie des savoirs qu'on a acquis sur ces virus bactériophages. Mais l'autre raison pour laquelle ces virus ils sont connus aujourd'hui et pour laquelle ils sont intéressants, et la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est parce que donc, comme ils s'attaquent aux bactéries, très tôt, on s'est dit, la personne qui les a découvertes notamment s'est dit, bah, s'ils s'attaquent aux bactéries, on peut s'en servir pour soigner les infections bactériennes. Ça paraît assez simple. Et c'est ce qui s'est passé pendant longtemps. On les a utilisés comme ça, avec plus ou moins de réussite. Donc, ils ont été découverts en 1917. On les a utilisés ensuite jusque dans les années, on va dire, dans les années 30-40 en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord. Ils ont continué à être utilisés en URSS puis en ex-URSS et le sont encore aujourd'hui sur une base assez... voilà, ça fait vraiment partie du décor, on va dire, et de la pharmacopée. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi dans les années 40, on a arrêté de les utiliser en Occident? Tout simplement parce que, entre-temps, on a découvert les antibiotiques. Alors, ce n'est pas toujours aussi simple que ça, mais en fait, quand même, j'ai eu beau tourner et retourner la question dans tous les sens sur les 6 dernières années. En gros, si, quand même, c'est les antibiotiques qui ont fait que les phages ont quasiment disparu de l'arsenal thérapeutique à cette époque-là. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis? Et pourquoi maintenant, de nouveau, on entend parler des phages? Et ben, depuis le début des années 2000, en fait, on a la reconnaissance, qui a mis longtemps, parce qu'en fait, on le sait depuis longtemps, mais la reconnaissance à un niveau international et au niveau des instances décisionnaires comme l'OMS, de l'antibiorésistance. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? On a utilisé les antibiotiques, et je reviendrai sur la notion d'écologie politique à cette occasion. On a utilisé les antibiotiques, et ben, les bactéries, en fait, c'est des êtres vivants. Donc, en fait, si on leur donne des antibiotiques, et ben, on va favoriser une pression de sélection. Et donc, il y a des bactéries qui vont développer des résistances, et on ne va plus pouvoir les soigner avec les antibiotiques-là. Alors, est-ce que je rentre tout de suite dans les antibiotiques pour, C'est automatique. Hein. Non, c'est facile. Donc, ça, c'est un peu le point de départ. Donc, on a une thérapie, pour faire simple, qui a été plus ou moins oubliée, qu'on essaye de remettre au bout du jour. Les gens, jusqu'à il y a 10-15 ans, les gens en France qui essayaient d'utiliser les phages pour soigner les infections bactériennes avaient beaucoup de mal. Les virologues criaient au scandale en disant que c'était inadmissible d'utiliser des virus, que c'était dangereux. Quand ils savaient ce que c'était, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas ce que c'était que les phages, y compris chez les microbiologistes. Hein, c'était vraiment quelque chose ça fait partie des curiosités, comme ça, on se dit, on connaît, mais non, en fait, personne ne connaît. Justement, j'avais une question là-dessus. Est-ce qu'il y a, sur cet inconnu, ou sur ce point aveugle, si je puis dire, et donc tu soulignes effectivement dans l'ouvrage, et là tu l'évoques, que effectivement il y a des gens qui ne connaissent pas et qui même étaient réfractaires. Ah oui. Et même, est-ce qu'il y avait dans la littérature scientifique, est-ce qu'il y avait même des controverses à ce sujet, ou c'était surtout dans la pratique? Alors, en fait, il y avait enfin, c'est même pas qu'il y avait des controverses, en fait, c'est juste que... Il n'y a pas de publication, quoi? Alors, il y avait des publications, mais tu vois, par exemple, quand dans les années 40, on arrête de les utiliser, 40-50, il n'y a pas de consensus. C'est même pas qu'il y a des controverses, il n'y a même pas de consensus sur... D'abord, on apprend que c'est un virus, on a la confirmation du statut que ces phages qu'on utilise jusque-là, un peu à la va comme je te pousse, c'est en 1941 qu'on a la confirmation du fait que c'est bien un virus, c'est-à-dire que jusque-là, les gens se battaient pour savoir si c'était une enzyme, si c'était un virus, si c'était... on ne savait pas trop. En fait, c'est quand même... ça nécessite quand même des savoirs pas forcément extrêmement développés, mais il faut quand même comprendre la base du fonctionnement des relations entre les phages et les bactéries pour pouvoir les utiliser de façon efficace. Donc, en fait, il y avait des fois où ça marchait, il y avait des fois où ça ne marchait pas, il y avait des essais cliniques, mais qui n'étaient pas très, très bien faits. Donc, personne ne savait trop. Et donc, ce qui s'est passé jusqu'à il y a à peu près 10 ans, c'est que même au début des années 2000, la grande phrase, c'était « ouais, enfin, c'est bon, ça va, si ça marchait, on saurait ». Et très souvent, c'était ce à quoi étaient confrontées les personnes qui utilisent les phages aujourd'hui, et notamment un médecin que je cite dans le livre qui s'appelle Alain Dublanchet, qui a fait beaucoup, vraiment beaucoup pour la reconnaissance de la thérapie phagique en France,
il est allé chercher des phages en Russie, il a soigné des gens, il a donné de sa personne parce que concrètement, il aurait pu être radié en fait de l'ordre des médecins pour avoir utilisé un traitement qui n'était pas autorisé. Il a sauvé des gens comme ça, il a aidé des gens, mais chaque fois qu'il allait dans des conférences d'infectiologie ou autres et qu'il parlait des phages, il se faisait tomber dessus. Et notamment en 2005-2006, l'association Le Lien, qui est en fait une association de reconnaissance pour les maladies nosocomiales, qui est une association qui a quand même une association qui a pas mal de poids, avait organisé sa conférence annuelle, avait convoqué Alain Dublanchet pour qu'il fasse une présentation sur les phages, et le conseil scientifique en entier avait menacé de démissionner s'il venait faire sa conférence sur les phages. Et on parle de quelque chose qui a 15 ans. Aujourd'hui, faut voir en 15 ans l'évolution, c'est-à-dire qu'à Lyon, maintenant, on fait de la thérapie phagique, on commence à faire de la production, il y a des conférences internationales partout. Enfin, ça a complètement explosé dans les 15 dernières années. Alors, les raisons, comme je te disais, hein, elles sont multiples. Notamment, il y a l'effet antibiorésistance, donc il faut trouver des solutions. Et puis, il y a aussi un effet générationnel, c'est-à-dire que les grands pontes qui tenaient un peu la virologie et l'infectiologie partent à la retraite. 4 ans. Alors, dans ce domaine-là, ils partent vachement plus tard. Oui, c'est vrai. C'est long. Oui. Mais ceci dit, je ne veux pas du tout faire de l'agisme un peu mal placé, parce que pour le coup, Alain Dublanchet a plus de 80 ans et lui a été un fervent défenseur de la thérapie phagique. Donc, ce n'est pas une question d'âge, c'est plus une question de formation. C'est-à-dire qu'il y a aussi une inertie dans les formations médicales. Là, pour l'instant, par exemple, la thérapie se développe, mais on n'en entend toujours pas parler dans les cursus médicaux. Il va falloir du temps. Donc, voilà, il y a tout ça qui joue. Donc, tout ça pour dire que quand j'ai commencé, on en était là. Donc, je commençais en 2016. On sentait que ça commençait à frémir. Il y avait de plus en plus de gens qui s'y intéressaient. Mais il y avait tout un tas de blocages. Et en fait, voilà, le travail de ce livre, ça a été de dire pourquoi ça bloque, où est-ce que ça bloque, qu'est-ce qui manque, comment ça se passe, etc. Qu'est-ce qu'il faut pour faire une innovation biomédicale, en fait. Et donc, le travail a commencé de cette façon-là. Et très rapidement, il y a quand même eu une intuition ou deux qui se sont mises en place. La première, c'était que les antibiotiques étaient à la fois une cause du problème, mais empêchaient aussi le développement d'une autre solution qu'eux-mêmes. Et le deuxième aspect, qui peut-être nous intéresse plus ici, enfin qui est lié complètement d'ailleurs, mais c'était que la seule solution que je voyais à ce moment-là, c'était de chanter l'industrie pharmaceutique et de dire, puisqu'ils ne s'y intéressent pas, ils ne s'y intéressent toujours pas, mais ça ne va pas durer, comme d'habitude, c'était de dire comment on fait pour développer une innovation biomédicale en dehors de l'industrie pharmaceutique et donc en dehors des modèles de développement majeurs de l'industrie pharmaceutique qui sont des modèles tournés vers le profit. Bon, je pense que là, on est d'accord sur les bases. Et donc voilà, donc en fait, le livre a été écrit dans ce sens et notamment parce que ce que j'espérais en commençant à travailler là-dessus, c'est-à-dire recherche publique et production publique, en 2019, je me suis rendu compte que ça y est, c'était en train de se faire. Et donc, c'est ça qui est super avec l'anthropologie, c'est qu'en général, on est toujours en retard sur nos acteurs, et tant mieux. Et donc, j'ai pas du tout… voilà, en fait, ils ont fait tout le travail. Et donc, voilà, moi, je l'ai écrit pour dire, ils ont fait le travail, mais il faut le montrer et il faut les soutenir, en fait. Donc, c'est pour ça que je l'ai écrit de cette façon-là. J'aurais pu l'écrire autrement, mais l'idée, c'était de soutenir ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et donc, je finis, ou je commence, je ne sais pas le mot que je parle, par la fin, en disant que ce qui se passe là, et là vraiment la raison pour laquelle pour moi c'est absolument fondamental, c'est que c'est la première fois, et là je vous parle sous ton contrôle, mais en tout cas dans les pays en Europe, c'est la première fois qu'on est en train de développer un modèle de production publique d'une thérapie. Voilà, qui soit en dehors des mains, que ce soit des entreprises pharmaceutiques, des startups. C'est aussi pour ça que ça avance pas. Parce que, du coup, voilà, l'argent pour financer la recherche publique, c'est pas ce qu'on a trop en ce moment. Mais voilà, donc c'est pour ça que pour moi, c'est très important parce que c'est absolument inédit et que ça mérite d'être encouragé parce que si on met le pied dans la porte, si on montre que c'est possible pour les phages, pourquoi ça ne serait pas possible pour d'autres thérapies? Bon, alors après, tu montres quand même qu'il y a des difficultés qui sont quand même pas négligeables, et en particulier la réglementation, disons les choses comme ça, et la façon dont sont conçus les essais cliniques. Et donc, peut-être peux-tu expliquer en quoi ça
ça pose des difficultés pour le développement de ces thérapies. Oui. Alors, là, il faut revenir sur l'histoire des antibiotiques. Et je ne pensais pas, d'ailleurs, quand j'ai commencé à travailler sur les phages, que je devrais finalement refaire un peu un cheminement sur cette histoire des antibiotiques, mais c'est assez fascinant parce que je ne m'attendais pas, en fait, à ce que ce soit aussi massif. C'est-à-dire que tout le monde est au courant, voilà, on connaît tous les antibiotiques et on voit tous les antibiotiques comme des médicaments. Et de fait, au début des années 40, on a commencé à savoir produire les antibiotiques de façon assez massive, suffisamment massive pour d'abord traiter l'armée américaine, puis traiter la population américaine, puis très rapidement, en fait, les autres pays en exportant les savoirs et savoir-faire, etc. Mais très vite aussi, on n'a pas utilisé les antibiotiques. Alors, il y a deux aspects. Ces antibiotiques, faciles à produire, faciles à utiliser, on en a besoin partout. Très rapidement, on voit une diminution de la mortalité. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle une magic bullet, hein, un médicament miracle. Et donc, les premiers antibiotiques, pour la petite histoire, la pénicilline et la streptomycine, n'étaient pas brevetés. Ils avaient été découverts l'un par Fleming, et puis ensuite, il y avait eu tout un processus de recherche et développement qui avait été public, qui avait fait intervenir une petite boîte qui, à l'époque, n'était pas très connue, qui s'appelait Pfizer. Et ensuite, très vite, comme ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire beaucoup plus d'argent que ça avec les antibiotiques, ils se sont dit, on va en chercher d'autres. Parce que ceux-là, ils ne sont pas brevetés, ils ne sont pas brevetables. Donc, on va chercher. Et donc, ils se sont mis à chercher partout. Ils ont fait appel en fait à des mycologues, à des microbiologistes, à tout un tas de scientifiques. Ils ont fouillé un peu partout et effectivement, ils ont trouvé pas mal de molécules puisque ces antibiotiques, ils sont produits par les micro-organismes et en fait, c'est des façons de communiquer entre eux et de dire, toi, j'ai pas envie de te voir dans mon environnement, donc je t'envoie un antibiotique. Voilà, c'est vraiment une façon de lier les communautés microbiennes entre elles. Et donc, on en a trouvé un petit peu partout. Et les industries pharmaceutiques se sont mises à les produire massivement, etc. Et là, il y a deux éléments qui sont importants. Le premier, c'est que, du coup, il y a eu un développement de la publicité. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, jusqu'aux antibiotiques, il n'y avait pas de publicité pour les produits médicaux. Il y avait une publicité pour les… Si, il y en avait un peu au début. C'était des publicités de molécules, pour le nom des molécules. Mais pas, ce qui va changer, c'est que là, en fait, on va faire de la publicité pour une marque. C'est-à-dire qu'avant, on disait, je vais vous vendre de la pénicilline. Et après, on va dire, je vais vous vendre le nom de la marque, le nom que lui a donné Pfizer, par exemple. Et donc là, il y a une entreprise qui va prendre la tête de ça. Ça, je ne le dis pas dans le bouquin parce que je l'ai su qu'après, mais je trouve ça fascinant. Je ne sais pas si vous êtes au courant de l'affaire Sackler. Le scandale de l'Oxycontin, donc vraiment le plus gros scandale sanitaire aux États-Unis, c'est-à-dire que la famille Sackler, qui détient Purdue Pharma, a commercialisé un antalgique, l'Oxycontin, en disant qu'il n'y avait pas de problème de dépendance. Et en fait, c'est la plus grosse affaire d'addiction aux médicaments qui ait jamais eu lieu, avec 400 000 morts par overdose. Et donc, ce scandale de l'Oxycontin, c'est donc la famille Sackler. Et la famille Sackler, elle est connue aussi, en fait, dans le domaine des antibiotiques, puisque Harry Sackler est celui qui a inventé la publicité pour les antibiotiques. C'est celui qui a fait les premiers liens d'intérêt extrêmement clairs entre les entreprises pharmaceutiques et les médecins, qui a mis des encarts dans des journaux, par exemple le Journal of the American Medical Association, le JAMA. Et donc, ils ont commencé à faire de la publicité, y compris de la publicité mensongère, en disant c'est génial, ça marche hyper bien, docteur machin a dit que, puis un jour, il s'est rendu compte que le docteur machin n'existait pas. Et donc, ça me mène au deuxième aspect. Donc, premier aspect, on transforme complètement l'industrie pharmaceutique. Donc là, on crée un vrai marché. Et c'est à ce moment-là, en fait, il faut bien le voir que les produits de santé deviennent des produits commerciaux, des produits marchandisables, enfin des marchandises comme les autres, sur lesquelles on va faire du profit. Et le deuxième aspect, c'est que quand même, il y a un sénateur américain qui a dit on est en train de commercialiser des combinaisons d'antibiotiques, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas si c'est efficace. Donc, en fait, on va obliger de donner les preuves d'efficacité. Et donc, ils ont rendu à ce moment-là les essais cliniques randomisés obligatoires pour essayer de calmer un peu le jeu. Et donc, les antibiotiques ont à la fois transformé l'industrie pharmaceutique, mais aussi transformé, en fait, ce qu'on appelle la médecine d'épreuve. C'est-à-dire, ils ont transformé, en fait, les règles de mise sur le marché des médicaments. Et donc, à partir de là, donc c'est en 1962, chaque fois que vous voudrez mettre une nouvelle thérapie sur le marché, il faudra faire des essais cliniques randomisés, ce qui va donner lieu à un énième marché qui va s'ouvrir avec des contractants privés, des sous-traitants qui vont faire des essais cliniques dans les pays du Sud parce que ça coûte moins cher, parce que bon, c'est un business et ça devient, et les antibiotiques, en fait,
transforment vraiment, font de la santé un business. Bon, et puis maintenant, on a la financiarisation, mais ça c'est venu après et c'est pas lié aux antibiotiques. Donc voilà, ça c'est le premier aspect. Sauf que donc les antibiotiques, et j'y viens, vont pas être utilisés qu'en santé humaine. Très vite, on va se dire on peut soigner les animaux avec. Et puis on va se dire ah tiens c'est bizarre parce qu'en fait quand on donne des antibiotiques aux animaux ils grossissent plus vite. Donc on va aussi les utiliser comme facteurs de croissance, comme promoteurs de croissance. C'est toujours le cas dans certains pays. C'est plus le cas en Europe depuis 2003, mais c'est encore le cas en fait dans beaucoup de pays, notamment en Asie du Sud-Est. Et donc, du coup, on a des tonnes et des tonnes et des tonnes d'antibiotiques qui vont être produites et déversées partout. Et donc, ça, c'est ce que d'autres que moi et moi par la suite ont appelé en fait l'infrastructure antibiotique. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, tout le système de l'agroalimentaire, les cultures intensives, etc., sans les antibiotiques, ça n'aurait jamais été possible à ces échelles-là. Et donc, ce qu'on perçoit au départ comme étant juste une molécule, un traitement qu'on va prendre quand on a une angine, une otite, etc., et qui peuvent permettre de soigner des infections chez les humains, c'est un élément fondamental de l'industrialisme tardif, donc de tout le développement de l'industrie post-Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que même si on aurait intensifié, bien évidemment, je veux dire, ce n'est pas que les antibiotiques, mais ça n'aurait jamais été possible à ces échelles-là, à ces rendements-là, avec cette productivité-là, y compris la productivité des humains, parce qu'en fait, maintenant, quand vous êtes malade, vous mettez un coup d'antibio, vous revenez au travail plus tôt, etc. Donc, tout le système vraiment de l'agro-industrie post-Seconde Guerre mondiale repose en très grande partie, entre autres, sur ces molécules chimiques que sont les antibiotiques. Pourquoi c'est important? C'est important parce que, bon, d'abord, ça replace un peu ces molécules-là, le rôle de ces molécules-là dans nos sociétés. Mais c'est important aussi parce que ça veut dire que concrètement, on ne peut pas du jour au lendemain arrêter les antibiotiques. Et pourtant, on a vraiment un énorme problème d'antibiorésistance. Et donc, bientôt, en fait, il y a des infections qu'on ne pourra plus soigner. Mais si on attend que les instances internationales, si elles sont aussi efficaces que le GIEC, si on attend d'elles qu'elles diminuent la consommation d'antibiotiques et les utilisations des antibiotiques dans l'élevage, dans les cultures, dans la santé, etc., ça va être très compliqué. Donc, le tableau n'est pas... Oh, c'est pas folichon. Voilà, c'est pas folichon. Mais voilà, alors pour les phages... Oui. Désolée, c'est long pour raconter tout le parcours. Donc, peut-être faut dire aux gens que ce n'est pas exactement le même type de thérapie. Et donc, autant dans un cas, c'est très standardisé finalement. Vous pouvez produire à la chaîne des antibiotiques, comme d'ailleurs la plupart des molécules chimiques en réalité. Hein, c'est vraiment un régime fordien, on pourrait dire, dans la façon de produire. Et là, pour le coup, je vais être un peu provocateur. C'est un peu de l'artisanat. Ouais. Alors, oui, pour l'instant, oui, c'est clairement de l'artisanat, mais c'est très bien. Donc, les phages. Les antibiotiques, c'est des molécules chimiques. Donc, comme tu le disais, on les produit. Moi, j'ai parlé de plantation de microbes, parce que vraiment, on les met dans des cuves et puis hop, on les fait bosser. Ils nous produisent des antibiotiques, on les purifie, on les donne. Les antibiotiques, ce qu'on appelle, pas tous, mais ils sont quand même relativement large spectre. C'est-à-dire qu'un antibiotique donné peut cibler une espèce bactérienne, voire plusieurs espèces bactériennes. Les phages, donc, ce sont des virus. Mais ce sont, si vous voulez, quand un phage et une bactérie ne peuvent pas entrer en contact de manière systématique. Je vous donne un exemple. Il y a des gens ici qui n'ont certainement jamais eu le Covid. Il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais il y en a qui l'ont. Une personne dans la salle. Deux. De façon générale. Je ne savais pas. Ouais. Donc, oui. En fait, donc les phages, ils sont très spécifiques. C'est-à-dire qu'un phage donné, un petit virus donné, par exemple, si d'abord, il va cibler qu'une seule espèce bactérienne, donc mettons le staphylocoque, celui-là, on le connaît à peu près, le staphylocoque doré, il y a un phage qui va pouvoir cibler, par exemple, un staphylocoque doré, mais mettons que Alina et moi, on est toutes les deux un staphylocoque doré, on n'aura pas exactement le même, et bien le phage, il va peut-être marcher sur moi, il ne marchera pas sur Alina. Donc, du coup, il y a ce qu'on appelle une très forte spécificité, ce qui veut dire que, contrairement aux antibiotiques, où finalement, si on a tous un staph, on va prendre le même antibiotique et ça va marcher, pour les phages, ça ne sera pas le cas. Alors, dans ce cas-là, il y a deux possibilités. Et c'est ces deux possibilités-là qui sont en fait en jeu en ce moment. Et c'est là où vraiment il s'agit de faire de la politique.
Première possibilité, celle qui a été développée dès le départ, y compris par les agences de réglementation des produits de santé, qui ont un rôle énorme en fait dans la façon dont on va développer un médicament, le mettre sur le marché, etc. Au début, ils disent, bon, ben, c'est pas compliqué, on n'a qu'à mettre plein de phages ensemble, qui ont des spectres, ce qu'on appelle des spectres d'eau, donc qui peuvent attaquer différentes bactéries. On les met tous ensemble, on fait un cocktail, et comme ça, on a un effet un peu large spectre. On met tout ça dans une ampoule, et puis ça marche pour tout le monde. Bon, il y a tout un tas de problèmes qui sont liés à ça, mais ça, c'est l'approche qui était privilégiée au début, ce que les phagistes, en gros, ont appelé le prêt-à-porter. Et puis, tous ceux qui travaillent un peu en infectiologie et qui voient les désastres de l'antibiorésistance, qui voient des personnes qui arrivent en échec thérapeutique, etc., eux, ils disent, en fait, si là, on a un truc qui nous permet d'être hyper précis, donc ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est plutôt quelque chose de sur-mesure. Donc, en fait, on va regarder les phages qui marchent bien uniquement. On va prendre uniquement ceux qui sont efficaces sur la bactérie de la personne qui est malade, et c'est que cela qu'on va donner à la personne malade. Et ça, c'est ce qu'on appelle en fait le sur-mesure. Donc, pour faire ça, dans tous les cas, il faut des phages. Donc, le plus gros du travail quand on veut faire de la thérapie phagique, c'est trouver des phages, les isoler et les purifier pour pouvoir les administrer. Les phages, il y en a partout, mais vraiment partout. Vous en êtes couverts. Vous avez vraisemblablement 10 fois plus de phages en vous que de cellules humaines. Il y en a partout où il y a des bactéries, il y a des phages. Toutes les bactéries sont infectées par des phages en permanence. Donc, c'est l'entité biologique la plus représentée sur Terre. Donc, les trouver, c'est vraiment pas un problème. On a même isolé avec un collègue qui fait du biohacking. On a fait ça dans un garage à l'ancienne avec des becs benzène et tout. Certainement à l'époque, avec les moyens de Pasteur. C'était assez marrant comme expérience. Et on en a isolé. Donc, en fait, c'est facile à isoler. Ce qui est plus compliqué, c'est pour créer ces collections, c'est de faire qu'ils soient ensuite utilisables chez les humains. Et c'est là où la réglementation entre en jeu. Alors, c'est très bien, il ne faut pas injecter n'importe quoi à n'importe qui, bien évidemment. Mais la réglementation, elle a été faite, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour les antibiotiques. Et donc, la réglementation et les règles du jeu qui sont en place pour développer un anti-infectieux, c'est celles qui marchent pour les antibiotiques et donc pour des molécules chimiques qui n'ont rien à voir en termes de mode d'action avec les virus. Les antibiotiques, vous les mettez, vous êtes obligé d'en prendre plusieurs fois par jour parce qu'ils sont dégradés par le corps, etc. Le virus, vous le mettez au contact d'une bactérie, il est hyper content, il va se reproduire, la bactérie va éclater, les virus vont se libérer, vont attaquer d'autres bactéries, vont se reproduire, attaquer d'autres bactéries, etc., jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bactéries. Donc, c'est super propre, ça enlève toutes les bactéries, et une fois qu'il n'y a plus de bactéries, les virus vont se dégrader puisqu'ils n'ont plus d'hôtes, ils ne peuvent pas survivre, donc voilà. Donc, on a un moyen là d'action qui est hyper efficace et qui, a priori, ne pose pas les mêmes problèmes de pollution que les antibiotiques. Mais pour ça, il faudrait faire du sur-mesure. C'est-à-dire que si vous commencez à faire du prêt-à-porter, c'est-à-dire que vous commencez à produire les phages de façon massive, que vous les mettez dans des ampoules et que vous les vendez en masse pour les utiliser en masse, ça reste quand même des virus. Et on ne sait pas du tout, en fait, ce qu'un relargage massif de virus dans l'environnement pourrait faire. Après tout, voilà. Il faut quand même faire avec cette donnée qu'on a affaire à des êtres vivants et qu'on ne sait pas comment ils vont réagir. Donc, pour des raisons écologiques, il faudrait privilégier le sur-mesure. Pour des raisons médicales, il faut privilégier le sur-mesure. Pour des raisons économiques, on préfère privilégier le prêt-à-porter. Et donc, toute l'attention, en fait, elle est dans ces deux modèles-là, c'est-à-dire un modèle prêt-à-porter qui permet de faire du profit parce qu'on peut breveter, parce qu'on peut produire en masse et consommer en masse, et un modèle sur mesure qui, effectivement, comme tu le disais, est plus proche de l'artisanat, puisqu'en fait, pour chaque patient, il va falloir essayer de trouver les meilleures phages possibles, et donc, a priori, plus cher. Et donc, a priori, moins rentable. Alors, ça aurait pu tourner court, l'histoire. Je veux dire, on pourrait déjà ne plus être en train de se poser la question et acheter nos phages en ampoule en pharmacie. Mais il se trouve qu'effectivement, ça demande quand même un peu de temps de faire tout ce travail-là, puisqu'il a fallu tout reprendre à zéro. Et c'est dans ce temps-là que se trouve un peu notre chance, puisque pour l'instant, l'industrie pharmaceutique s'en fiche. Les startups essayent, mais en fait, ils sont arrivés tous un peu... alors là, pour le coup, ce n'est pas de l'artisanat, c'est plus du bricolage et un peu en tout cas en R&D, un peu d'incompétence. Pas les vraiment, ouais, on pourra en reparler, mais voilà. J'espère que ça va être vu sur Internet. Non, mais c'est compliqué. D'ailleurs, ceci dit, il a fallu que je planche aussi sur des aspects sur lesquels j'aurais jamais pensé plancher en commençant à faire de l'anthropo des sciences. Mais donc voilà.
Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une espèce de bataille qui est une bataille politique, réellement politique, pour le développement de cette thérapie, puisqu'en fait, on a deux options. La première, qui est celle qui est en train de se passer, qui est de dire, bah, on va développer nos petits phages tranquillement, on fait nos collections à l'hôpital public et on va soigner les gens à l'hôpital. Et donc, on va garantir deux choses qui sont fondamentales, l'accès aux soins, puisqu'en fait, tant que c'est public, ça reste abordable. Il faut savoir que les phages, ça ne coûte pas très très cher à produire. C'est ça, c'est parce que voilà. Au début, il y a un investissement lourd à faire parce qu'il y a quand même la recherche, l'isolement et tout ça, ça prend un peu de temps. Les essais cliniques qui coûtent cher, mais à l'hôpital, en fait, on peut faire de la mutualisation de moyens. Je veux dire, on a déjà tout sur place. Et je me perds. C'est étonnant ça. Bref, voilà. Donc il y a donc ce modèle-là qui est en place. C'est ça que j'étais en train de dire. Public, oui, premier aspect, donc l'accès aux soins. Deuxième aspect, l'écologie. Donc là, en fait, on tient les deux, on va dire, en fait, les deux principes que j'ai retrouvés le plus souvent chez toutes les personnes que j'ai rencontrées. C'est ces deux principes-là. C'est rendre les traitements disponibles et ne pas contribuer au désastre écologique en cours en rajoutant en fait d'autres problèmes à celui de l'antibiorésistance. Et donc pour ça, il n'y a que le modèle sur mesure qui peut permettre de tenir ces deux aspects-là. Qu'est-ce qui se passe si l'industrie pharmaceutique entre dans la boucle? Ce qu'elle va finir par faire si on ne trouve pas un moyen de protéger ce modèle-là. La première possibilité, c'est de faire, comme je disais, du prêt-à-porter. Et dans ce cas-là, on prend un risque de renouveler la même histoire qu'avec les antibiotiques et donc de contribuer à la résistance des bactéries aux phages, avec en plus d'autres possibilités qu'on n'imagine même pas, parce qu'encore une fois, les phages, c'est quand même des virus et ils ont d'autres rôles sur lesquels on pourra revenir. L'autre possibilité, c'est qu'ils se mettent à faire du sur-mesure, mais quand l'industrie fait du sur-mesure, c'est du luxe. Et donc, dans ce cas-là, c'est des traitements qui sont hors de prix. C'est un peu ce qui est en train de se développer avec les startups, qui aujourd'hui considèrent que, alors on pourrait parler de comment on définit le prix d'une thérapie, là c'est aussi vachement intéressant. Et donc en gros, une startup, elle va dire, ok, si je donne un phage à ce patient, je lui évite une amputation. Une amputation, ça coûte 60 000 euros. Donc je vais vendre mes phages 60 000 euros. Voilà, les phages qui ont été produits pour 100, 150. J'avais discuté avec un chercheur de Yale qui disait que lui, il pourrait, une fois que la machine est en route, des phages à produire, c'est 20 euros. Quoi. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, c'est tout ça qui est en jeu dans cette histoire de développement de la thérapie phagique aujourd'hui. Mais bon, c'est vrai que m'incite beaucoup chez l'industrie pharmaceutique, mais on a quand même l'impression que la réglementation est quand même vraiment très contraignante dans la mesure où le fait, par exemple, que ça devienne des médicaments, ça va quelque part, ça oblige à rentrer dans le pipeline, pour le coup, c'est vraiment ça, du fonctionnement classique des essais qui va poser tout un tas de difficultés, quoi. Et donc comment s'en sortir de cette quadrature du cercle, disons des choses comme ça, quoi. Bah, le problème, c'est qu'en fait, au départ, je pensais que le problème, c'était ça, mais en fait, le problème, c'est pas ça. En fait, c'est très bien que la réglementation elle soit contraignante. On pourrait même espérer qu'elle le soit davantage quand on voit le nombre de scandales qu'on se tape année après année. Donc, moi, je dirais jamais qu'il ne faut pas faire d'essais cliniques. Il faut faire des essais cliniques. La question, c'est d'abord comment on fait un essai clinique. Mais la question, elle est pire que ça. Et ça, j'ai fini par le comprendre assez tardivement. En 2021, à cause d'un amendement qui allait passer dans la loi de financement de la sécurité sociale. Mais en fait, cette loi, elle sert vraiment à faire passer tout un tas de petites choses. Et notamment, bref, il y avait un amendement qui avait été proposé à ce moment-là. Et en fait, quand je suis tombée l'amendement a circulé, je suis tombée dessus et j'ai appelé en fait les gens que je connaissais en disant en fait si je lis bien ça, ça veut dire que concrètement, on se barre la voie d'une production publique. C'était vraiment une mainmise du privé avec cet amendement. C'était assez subtil, c'était pas évident. On a tourné pendant 2 jours autour pour essayer d'être sûr de savoir si c'était ça que ça voulait dire, et c'était vraiment ça que ça voulait dire. Alors, je m'explique. La réglementation, aujourd'hui, elle dit que donc, pour mettre un médicament sur le marché, il faut plusieurs choses. Il faut que les médicaments soient produits selon des standards qu'on appelle les bonnes pratiques de fabrication, qui vont nécessiter d'avoir des usines avec des normes extrêmement précises, etc. Bon, ça, c'est l'outil de production. Et il faut des essais cliniques. Et il faut un certain nombre d'essais cliniques qui vont montrer, bien évidemment, l'innocuité du traitement, ça c'est le premier aspect, et en second lieu, son efficacité. Alors, pour les phages, pour des raisons justement qui sont liées à la spécificité du traitement, on pourrait éventuellement y revenir, mais pour les phages, il faut des essais cliniques, mais ces essais, on sait qu'ils vont être longs et on sait qu'ils vont être coûteux, en tout cas, si on part sur le type d'essai qui se fait aujourd'hui.
J'y reviendrai. Le vrai problème, c'est que c'est pas le fait en fait qu'on nous dise que les phages sont des médicaments. Le problème, c'est qu'on considère que les phages sont des antibiotiques. Et les phages ne sont pas des antibiotiques. Mais on leur demande de faire la preuve de leur efficacité de la même façon que les antibiotiques. Ça, c'est un premier point. Pour vous donner je ne sais pas si je peux rentrer là-dedans. On a encore du... Ouais. Ouais, Très rapide. Peut-être la dernière explication pour on demande encore à ça. Donc, je fais mon histoire d'essais cliniques très très vite et ensuite je vous explique la pharmacopée parce que c'est ça le vrai problème. Les essais cliniques pour les phages, en fait, si vous voulez, on considère que normalement, dans un essai clinique, on fait un traitement contre un autre traitement. Donc, antibiotiques contre phages. Sauf que dans le cas des antibiotiques, même si on sait qu'il y a de plus en plus d'antibiorésistance, pour l'instant, ils sont encore efficaces. Donc, d'un point de vue éthique, on ne peut pas ne pas donner d'antibiotiques à un patient dans un essai clinique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dans un bras les antibiotiques et dans l'autre bras les phages plus les antibiotiques. Alors, donc, les bras, c'est les groupes de patients. De patients sous antibiotiques et un groupe de patients sous antibiotiques plus phages. Merci. Et là, c'est un problème statistique. Alina, ça va te parler, c'est un problème statistique. Après, c'est vraiment, voilà. C'est juste que ce qu'on va montrer, du coup, c'est pas l'efficacité des phages contre l'efficacité des antibiotiques, c'est l'augmentation d'efficacité que permettent les phages en plus des antibiotiques. Donc déjà, le pourcentage, il est beaucoup plus faible. Et ensuite, bien évidemment, comme les phages ils sont très spécifiques, on ne peut enrôler dans cet essai que des gens dont la bactérie est sensible aux phages qu'on va utiliser dans l'essai clinique. Ça devient nettement plus compliqué. Donc, du coup, il va falloir enrôler beaucoup de gens avec tous une bactérie qui soit sensible aux phages qu'on va tester pour montrer une différence suffisamment significative pour dire « Ah ouais, quand on met des phages, c'est mieux ». Donc, du coup, c'est extrêmement long. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle, jusqu'à présent, c'est un peu le bazar. Il se trouve que les essais cliniques, il y a plein de façons d'en faire. Et là, ils sont en train de plancher sur d'autres concepts et d'autres façons de tourner les essais cliniques pour faire la preuve de l'efficacité des phages. Le vrai problème, donc, de la réglementation, il n'est pas tant dans les essais cliniques, il est dans le fait que la réglementation, elle a été faite pour le privé. Tout simplement parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a des pharmacies d'hôpital. Ces pharmacies d'hôpital, ce sont celles qui peuvent faire des médicaments pour les patients de l'hôpital. Jusque-là, tout va bien. Elles peuvent faire des préparations, alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en fait, dans une pharmacie d'hôpital, on peut faire tous les médicaments qui sont inscrits à la pharmacopée nationale. Voilà. Sinon, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a un médicament fait par une pharmacie d'hôpital et une préparation commerciale, la loi oblige à utiliser la préparation commerciale, même si elle est moins efficace et elle est plus chère que le gars qui va fabriquer son médicament dans la pharmacie d'hôpital. Belle loi, quand même. Premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est que le seul moment où ça ne marche pas, c'est quand le médicament est aussi inscrit à la pharmacopée nationale. Et donc, je vous conseille tous d'aller faire un petit tour, de voir le nombre de molécules qui restent dans la pharmacopée nationale aujourd'hui. Il n'y en a quasiment plus, parce qu'en fait, ça fait des années que l'industrie pharmaceutique vide petit à petit la pharmacopée nationale pour que les pharmacies d'hôpital ne puissent plus produire les médicaments. Sauf ceux qui sont vraiment trop compliqués à produire, qui ne sont pas rentables pour l'industrie, et toutes les préparations pédiatriques, parce qu'on ne va quand même pas s'embêter à faire des sous-doses pour les enfants, le packaging, tout ça, c'est pénible. Donc, ça, c'est la pharmacie d'hôpital qui va le gérer. Donc, même si demain, et c'est ça qui est terrible, c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler sur cette question-là, mais ça, c'est maintenant, moi, j'ai fait ce que j'ai pu, et je vais finir là-dessus, et maintenant, c'est les autres qui vont s'en charger. Même si demain, les pharmacies d'hôpital, par exemple, la pharmacie d'hôpital de Lyon produit des phages, elle n'a pas le statut d'établissement pharmaceutique. Et donc, si demain, une start-up ou l'industrie pharmaceutique produit des phages plus chers et moins efficaces, eh ben, les médecins seront obligés, même s'ils ont tous les phages nécessaires dans la pharmacopée, de passer, dans leur collection, de passer par les préparations commerciales. Le seul moyen de contrer ça, c'est d'inscrire les phages dans la pharmacopée nationale. Je n'ai pas d'exemple d'une thérapie qui a pu être inscrite dans la pharmacopée depuis des années et des années, puisque c'est l'inverse qui se passe. En fait, il y a une vraie mainmise du privé sur la production des médicaments. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une question qui est cruciale. Hein. Tout le monde parle aujourd'hui de relocaliser la production, de faire de la production publique, etc. Mais en fait, pour ça, il faut repenser l'intégralité de la réglementation. Quoi. Oui, clairement. Donc voilà, c'est fini. Merci. On va prendre des questions. Vous pouvez bien sûr applaudir. Et vous pouvez quand même poser des questions. Alors, Dominique.
Oui, moi, On va prendre peut-être collectiviser, si je peux dire, les questions. C'est chez Espace Marc, qui est un peu spécialisé de la collectivisation. tu as évoqué tout à l'heure le fait qu'historiquement, et notamment dans les pays non occidentaux, la thérapie phagique existait. Est-ce qu'elle existe toujours? Et est-ce qu'elle est porteuse, je dirais, d'expérimentation qui pourrait être utile justement pour valider en Occident, dans un système capitaliste strict, je dirais, ces thérapies? Est-ce que vous... On prend une ou deux questions de plus ou pas? Bon, pas d'amateur, vas-y. Alors, c'est une vraie question. Donc, en fait, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que il y a une double méfiance des Européens et des Américains sur ce qui se passe en Géorgie ou en Russie. Alors, premier point, en Russie, on peut les acheter dans les pharmacies. Voilà, on va à la pharmacie et c'est ce qu'a fait la personne dont je parle dans le premier chapitre. En fait, il est allé acheter ses phages en Russie et il s'est soigné avec tout seul comme un grand. Et donc, vous n'avez pas besoin d'ordonnance. En fait, on vous délivre des phages. Voilà. Eux, ils ont choisi la solution prête à porter, on va dire. Donc, ils font des énormes cocktails. Ils en vendent des millions de boîtes par an. Il n'y a pas de souci particulier. Je ne sais pas quelle est l'efficacité. J'en sais rien. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'ils ne sont absolument pas reconnus en France parce qu'on a des accords en fait, entre trois blocs, entre le Japon, l'Europe et les États-Unis pour les médicaments. Et que si on devait, pour que les produits russes soient validés en France, il faudrait que la France aille faire une inspection des usines, vérifie les process de fabrication, etc. et dise « OK, ça va, c'est sans risque ». Donc ça, c'est le premier point. Après, il y a plusieurs centres de traitement par thérapie phagique en Géorgie, à Tbilissi, pour des raisons historiques, parce que l'un des personnes qui a travaillé le plus avec le découvreur des phages en France était géorgien. Et il a très vite travaillé en Géorgie sur les phages. Et Derel, qui était le découvreur français, est allé l'aider. Ils ont ouvert un centre, etc. Donc, il y a une vraie tradition là-bas depuis très, très longtemps qui perdure. Et donc, chaque année, il y a plein de gens en fait, qui vont se faire soigner à Tbilissi. Ces personnes viennent moi je les ai rencontrées à plusieurs reprises, elles viennent dans les colloques internationaux, elles viennent présenter les résultats, etc. Il y a un vrai travail de collaboration. Là, les Lyonnais sont allés à Tbilissi, ont discuté sur les procédures d'administration, etc. Donc, il y a une recherche qui existe. Le vrai problème, il n'est pas tant dans... on sait que ça fonctionne, on sait que c'est efficace quand c'est bien utilisé. Il y a des fois où ça ne marche pas, mais on sait pourquoi ça ne marche pas. Donc, tout ça, c'est bien cerné. Le problème, c'est que la différence entre l'Europe et l'ex-URSS, c'est qu'en Europe, en fait, les phages, ils étaient dans le Vidal, donc dans le dictionnaire des médicaments, mais ils en sont sortis dans les années 70. Et donc, s'ils n'en étaient pas sortis, finalement, on n'aurait pas tout ce problème-là, on pourrait les utiliser parce qu'ils seraient autorisés, etc. Mais comme ils en sont sortis, pour les faire re-rentrer dedans, et ben maintenant, il faut qu'ils se retapent toutes les procédures de validation de n'importe quelle thérapie, en fait, nouvelle. Voilà, qui sont considérées comme une nouveauté. Donc, voilà, à peu près où on en est aujourd'hui. Après, il y a des tas de gens qui vont acheter. Alain Dublanchet, donc le docteur dont je parlais, lui, il allait acheter des phages, voilà, enfin, il l'a dit, donc je peux, voilà. Il allait acheter les phages en Russie, il les utilisait dans son laboratoire et il traitait les patients avec ces phages-là. Voilà, donc il marche, hein, c'est pas... Et alors, du coup, en France, on ne soigne pas avec les phages, pas du tout. On soigne en compassionnel. Donc, ce qu'on appelle, alors c'est pareil, ils se sont emmêlés les pinceaux à l'Agence nationale de sécurité du médicament, parce qu'ils parlaient de traitement compassionnel, mais ce n'était même pas la bonne. Enfin, la réglementation, c'est quelque chose. Hein. Même eux, ils ne savent pas très, très bien. On a découvert des trucs, c'était. Voilà. Et donc, ils parlent de compassionnel. Alors, en fait, ce n'était pas exactement ça, mais toujours est-il que le cadre dans lequel aujourd'hui on utilise les phages, c'est ce qu'on appelle des autorisations temporaires. Il y a deux choses. Il y a les autorisations temporaires, c'est-à-dire avec des phages qui ont la qualification bonne pratique de fabrication, donc qui ont été validées en fait dans les process de fabrication. Ça, c'est ce qu'on appelle des autorisations temporaires. Le médecin et le pharmacien sont couverts quand ils vont traiter les patients. Quand il n'y a pas ces phages qui ont ce label-là de bonne pratique de fabrication, dans ce cas-là, c'est du compassionnel. Et ça engage la responsabilité du médecin prescripteur et du pharmacien qui va administrer le traitement. Vous comprenez compassionnel? En fait, compassionnel, c'est plus ou moins, alors on peut dire dernier recours, c'est-à-dire en fait quand il n'y a pas d'autres traitements disponibles, on dit bon vaille que vaille, autant y aller. De toute façon, c'est ça, ou c'est la jambe qui disparaît, ou c'est la personne qui claque. Donc finalement, on va lui donner le traitement. On n'est pas toujours dans ces cas-là. De plus en plus maintenant, en fait, on les utilise plus précocement que vraiment ce dernier recours. Ça reste quand même du compassionnel.
dans la mesure où, là, ce que ça définit, c'est la déclaration d'Helsinki, c'est-à-dire que c'est le médecin, comme je disais, et le pharmacien qui vont prendre la responsabilité de soigner la personne avec ce traitement-là. Là, maintenant, on attend, ils préfèrent utiliser dans les 3/4, c'est très très rare, hein, en général, ils utilisent des phages qui ont cette appellation BPF, bonne pratique de fabrication, mais ça arrive de traiter des gens voilà, en compassionnel. Là, ce qu'on attend maintenant, alors le projet qui est à Lyon, le projet Phagone, ils sont en train de faire des collections de phages, donc ils sont en train d'isoler un certain nombre de phages. Alors pour l'instant, ils disent que 2 espèces bactériennes ou 3 espèces bactériennes, et donc ils espèrent avoir une production voilà, qui respecte les bonnes pratiques, qui soit validée par l'Agence de sécurité du médicament pour pouvoir lancer leurs premiers essais cliniques. Voilà, mais le chemin est encore très long, hein. C'est vraiment un travail de fourmi. À la fois, il est très long et en même temps, quand je vois déjà le chemin parcouru sur les 6 dernières années, je suis assez impressionnée, quoi. Maintenant, ce qui manque, c'est une volonté publique, c'est-à-dire de l'argent et du soutien public. Là, pour l'instant, c'est l'Agence nationale de la recherche qui a financé le projet Phagone, les Hospices civils de Lyon, la Fondation des Hospices qui a financé aussi. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'effectivement, le ministère, DGS, DGOS se mouille un peu et disent OK, on va soutenir à hauteur de temps par an pour la production. En plus, franchement, c'est pas des montants, c'est des montants qui n'ont rien à voir avec ce que demande l'industrie pharmaceutique, quoi. Tu as tout petit peu évoqué le problème des brevets. Qu'est-ce qui est brevetable et qu'est-ce qui n'est pas brevetable? Et ça, justement, c'est une vraie question. En fait, on ne peut pas breveter les phages. Oui. Voilà. Alors, comme d'habitude, hein, je veux dire, il leur suffira d'un petit peu de bonne volonté pour trouver un moyen de le breveter. Je ne suis pas inquiète, c'est juste une question de temps et de détermination, ils n'en manquent pas. Donc ça, sur le brevetage, pour l'instant, ce n'est pas brevetable, mais il faut partir du fait qu'ils arriveront un jour ou l'autre à trouver une façon de breveter. Donc, par contre, ce qu'ils peuvent breveter, c'est les process de fabrication. Et ce qu'ils peuvent breveter, c'est les cocktails. D'où l'intérêt, au départ, de faire des cocktails, parce qu'on ne peut pas breveter un phage tout seul. Par contre, effectivement, on va pouvoir breveter des associations. Ça se fait. Donc, pour l'instant, on en est là. Ce qui est quand même compliqué, enfin, bon, ils y arriveront. En même temps, ça va être vraiment compliqué parce que, en fait, les phages, donc c'est des virus, ils mutent très, très vite. C'est-à-dire que, c'est un truc dans lequel je ne suis pas rentrée, mais en fait, dès qu'un phage va rencontrer une bactérie, il va muter. Et donc, la question qui se pose pour le brevetage, c'est ce qu'on appelle des homologies de séquence. Si vous voulez prouver que c'est le même phage que celui du voisin, quel pourcentage, enfin voilà, il a son ADN, ATGC, machin, ce qu'on veut, il faudrait, ce qu'on appelle l'homologie de séquence, c'est quel pourcentage d'identité il y a entre un phage et un autre. Alors, ce qui était amusant, c'est qu'à un moment donné, il y avait des startups qui proposaient 95-96% d'homologie, ce qui est très faible, sachant que, par exemple, nous et le chimpanzé, on partage 99,5% de notre ADN. Donc, quand on dit c'est le même phage, quand on est à 96%, c'est pas vrai. On est complètement. Voilà. Il faudrait voir combien d'écart on a avec le chien ou avec. Et je pense on est encore très, très élevé. Plus qu'à. Voilà. Donc, voilà. C'est la raison pour laquelle ça va être très, très compliqué de breveter parce que, en fait, mais le brevet, ceci dit, le brevet a moins d'intérêt pour prouver que c'est le même phage que pour attirer les investisseurs. Aujourd'hui, en fait, les brevets, ils ne sont pas là pour protéger quelque chose, ils sont là pour attirer les fonds. Si vous dites que c'est brevetable, vous allez pouvoir faire des appels de fonds, des levées de fonds, voilà. Et donc, c'est ce qui se passe, en fait. C'est pour ça que très souvent, là, il y a Intralytix, qui est la plus grosse boîte qui produit des phages, qui fait des brevets régulièrement. Si on regarde dans le fond ces brevets, ils n'ont pas d'intérêt en tant que tel, sauf comme signal d'appel pour les investisseurs. À la mesure où ça mute beaucoup, qu'est-ce qu'on contrôle alors? Parce que la mutation, on ne la contrôle pas. Non, mais on n'a pas besoin. Dans le traitement pur, on n'a pas besoin. C'est-à-dire qu'on va prendre le phage dans la petite fiole qu'on aura bien produit, on va traiter la personne avec. Si elle est bien traitée, la bactérie, elle disparaît et le phage, il va être dégradé dans la nature et puis c'est terminé. D'accord? Et ce phage-là, le stock qu'on a, il peut être utilisé sur d'autres bactéries, mais c'est pas un problème tant que ça reste extrêmement localisé. La vraie question, c'est toujours, en fait, on localise le traitement et on évite de disperser ça dans la nature, quoi. Voilà. C'est un comportement suicidaire. De quoi Alors, ce qui est vachement intéressant, tout ça, c'est vraiment des techniques de coévolution et de dynamique de population. Si on attend assez longtemps, la bactérie, elle va trouver un moyen de s'adapter. Donc, en fait, c'est une espèce c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de la reine rouge, c'est la course d'Alice et de la reine, en fait. En fait, chacun va trouver des nouvelles armes pour prendre la main, etc. Donc, si on regarde, par exemple,
Quand on met un phage et une bactérie dans un tube à essai, on va voir la population de phages qui va faire comme ça pendant que la population de bactéries va faire comme ça, puis ça va osciller en fait. Elles vont se croiser en permanence parce qu'elles vont trouver des moyens. Il y en a une qui va reprendre la main parce qu'elle va résister à tel truc, et puis l'autre qui va reprendre la main parce qu'elle va trouver un nouveau moyen de l'embêter, etc. Mais ça, en thérapie, c'est pour ça que généralement, on essaiera d'utiliser plutôt 2 phages à la fois plutôt qu'un seul. Parce que si on utilise 2 phages, ces phages vont attaquer la bactérie par 2 mécanismes différents. La probabilité que la bactérie arrive à trouver un moyen de résister aux 2 à la fois, elle est quasiment nulle. Voilà. Après, c'est des stratégies de… Mais c'est super intéressant parce que justement, ça repose sur les capacités des êtres vivants là. Et donc, ce que ça implique, c'est qu'on trouvera toujours un phage qui sera actif contre une bactérie. Et donc, en fait, c'est un réservoir sans fin de possibilités de traitement, contrairement aux antibiotiques où là, on est… dès que ça ne marche plus, ben, ça ne marche plus, quoi. Il faut trouver un autre antibiotique. Et le développement d'un antibiotique, c'est des milliards d'euros, en fait. Oui, Dominique. Non, juste une petite question, puisqu'on se pose le problème de réussir cette transition. Quelle place peut jouer la sécurité sociale dans un dispositif de ce type-là pour reprendre une maîtrise, je dirais, sur l'industrie pharmaceutique? Alors ça, c'est la raison pour laquelle moi, j'aimerais beaucoup discuter avec Nicolas Da Silva. Ça fait un petit moment que j'y pense. En plus, son bouquin est sorti quasiment en même temps que le mien. Hein, je te le présente quand tu veux. Ah ben oui, je sais bien. Je t'ai dit qu'il fallait qu'on discute. Hein. Voilà. Alors là, moi, c'est au-delà de mes compétences, vraiment. Moi, j'en suis au stade où… là, maintenant, c'est une autre personne qui va continuer à Lyon, qui elle, s'intéresse beaucoup au modèle de développement et qui travaille sur ce qui se passe au Brésil, parce qu'au Brésil, il y a un vrai modèle de production publique qui a permis de produire des antirétroviraux contre le VIH, de casser la logique des brevets américains, etc. Et donc, l'idée, maintenant, c'est de travailler avec des gens qui travaillent sur différents types de production publique et de voir comment on peut faire que ça fonctionne pour les phages. Bien évidemment, il y aura la question du remboursement, toutes ces questions-là vont se poser. Oui. Mais là, honnêtement, c'est vraiment largement au-delà de ce que je suis capable de faire. Alors, ça pose une vraie question parce que ce que tu décris, c'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Depuis. Moi, je le décris pas comme ça, parce que la médecine personnalisée, c'est vraiment c'est la big pharma, c'est les traitements onco qui coûtent une fortune. C'est vrai, mais quand même, on est quand même dans l'idée qu'on va personnaliser le traitement en fonction du patient. Et en fait, c'est ça qui coûte cher en réalité, et c'est qu'il faut faire clairement rouler les patients comme ça. Mais on se retrouve avec la Big Pharma, effectivement, avec des traitements d'oncologie, des médicaments orphelins extrêmement chers. Ouais. Et il y a des espèces de gigantomachie de négociation des prix entre les Big Pharma et la Sécu qui sont appliqués à un temps, comme dirait l'autre. Voilà. Mais la question quand même de la production publique va être compliquée parce qu'il n'y a pas que la réglementation en question. Il y a aussi, il n'y a pas que la réglementation du médicament. Il y a le droit de la concurrence européen. Tout à fait. Qui interdit la subvention publique aux entreprises. Alors, le crédit impôt recherche, ça marche pas. C'est-à-dire, si tu veux faire une entreprise nationalisée, c'est une aide d'État. Ouais. Donc, si tu veux faire ça, il faut sortir de l'Union européenne. C'est ce que je défends depuis des années. C'est ce qu'on m'a opposé, effectivement, c'est la concurrence déloyale du public sur le privé, soi-disant. C'est ça. Voilà. Bref, ça, c'est un autre… Effectivement, et c'est un gros problème, mais on aurait le même problème pour la relocalisation si on voulait faire des industries publiques pour relocaliser, etc. On aura exactement le même problème. Oui, sauf que quand on regarde un peu comment fonctionnent un peu les institutions, y compris régionales, on s'aperçoit qu'il y a effectivement des tentatives très limitées. Alors, ça dépend de la taille, si tu veux. Voilà, de la taille des entreprises. Si c'est très petit, il n'y a pas de problème. Après, justement, là, l'idée, par exemple, moi, ce à quoi j'avais pensé en discutant un peu avec les différentes personnes, c'est que, donc, en fait, ce dont on a besoin de faire de la thérapie, c'est uniquement des collections de phages. C'est-à-dire, en fait, il faut produire des phages qui soient purs, parce qu'en fait, quand on produit des phages, il peut y avoir des petites toxines qui restent, donc il faut enlever ces toxines. C'est le seul truc, c'est un peu compliqué, c'est pas compliqué, il faut le faire, ça coûte un peu d'argent, mais il n'y a que ça qui est vraiment la partie un peu technique et qui coûte un peu cher, mais ça coûte pas très très cher. Mais surtout, en fait, l'idée, moi je me disais, c'est en fait, si tu intègres les phages dans la pharmacopée, tu n'as plus ce problème-là. Parce qu'en fait, c'est la pharmacopée, c'est les pharmacies à usage interne des hôpitaux qui gèrent. Et dans ce cas-là, ce que tu peux faire,
c'est comment on fait pour pas rendre un truc appropriable privativement, et ben on le distribue le plus largement possible. C'est le copyleft, c'est tous ces trucs qu'ont fait les informaticiens. Et donc là, l'idée, ce serait de dire, en fait, on prend les collections, on les duplique et on les met dans toutes les pharmacies d'hôpital. Fin de l'histoire, quoi. Et après, quand vous avez une méchante bactérie, vous allez à l'hôpital, on prend les phages, on vérifie ceux qui sont actifs et on vous les administre. Alors, on n'en est pas là, hein, bien sûr, mais ça, ce serait un moyen justement de ne pas rentrer dans le jeu de la concurrence avec le privé, c'est-à-dire que c'est à usage interne, c'est dans les hôpitaux, en gros, c'est pas un produit de santé. La lutte contre les maladies nosocomiales, justement, pourrait être un vecteur. Ça pourrait être effectivement une voie d'entrée, effectivement, voilà. Après, l'autre risque dont là, je n'ai pas parlé, c'est que bien évidemment, comme les phages, ils font la même chose que les antibiotiques, tout le monde est dans les starting blocks là, pour dire on les utiliser en santé animale, on pourrait peut-être voir si ça ne marche pas aussi comme promoteur de croissance, parce que finalement, si on donne des phages, il se trouve que, a priori, il y a des bruits de couloir qui disent qu'effectivement, ça fonctionne. Et donc, c'est pas cool. Donc, en fait, il ne suffit pas non seulement de défendre un modèle public au niveau en santé humaine, c'est-à-dire qu'il va aussi falloir jouer sur tous les fronts en même temps, et c'est une bataille vraiment de longue haleine sur les usages, et se battre pour qu'au niveau réglementaire, au niveau européen et ailleurs, on dise, OK, en fait, les phages, c'est santé humaine, point barre, ou alors santé animale, comme certains le préconisent, sur les pathogènes qu'on ne partage pas avec les animaux. Encore. On ne partage pas encore avec les animaux. Voilà. Mais donc, du coup, oui, c'est des questions qui sont extrêmement compliquées et en fait, c'est un peu abyssal. C'est-à-dire que là, c'était sur la partie thérapie humaine. Je pense avoir, je pense que j'arrête là. Je laisse la main ensuite aux économistes, aux juristes, etc., qui pourront, eux, essayer de faire quelque chose de tout ça. Et du coup, là, en ce moment, Si on on regarde. dit ça aux économistes, je suis un peu inquiet, mais Ça dépend quel économiste. Je vais pas taper sur la profession. Mais voilà, et donc ce qui est terrible, c'est l'autre partie de l'équation qui est que on les utilise déjà dans l'agroalimentaire, alors ça, c'est pas très grave, on les vaporise sur les viandes qu'on met sous cellophane pour éviter le développement de la listeria et de la salmonelle. Ça, pourquoi pas, de toute façon, s'il n'y en a pas, ils sont dégradés, donc c'est pas grave. Mais on pourrait très bien, il y a plein de gens qui sont en train de développer des projets pour les utiliser à des endroits où ils n'ont pas forcément vocation à être utilisés. Il y a d'autres endroits, au contraire, où c'est formidable. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a une maladie qui est la maladie des oliviers et des agrumes, qu'on appelle la maladie de Pierce sur la vigne aux États-Unis, qui est donc le complet de dessèchement de l'olivier dans les Pouilles, en Italie, en Corse, etc., où il n'y a pas de solution. Donc, en fait, quand la maladie arrive, la seule solution, c'est d'arracher et de brûler des oliviers centenaires pour pas qu'ils contaminent les autres. Donc, c'est dramatique. Et bien là, on a des phages qui pourraient fonctionner. Et il y a des essais qui sont déjà menés sur la maladie de Pierce aux États-Unis et qui vont être menés dans les Pouilles sur les oliviers. Donc, ça, c'est une super nouvelle, par exemple. Et il pourrait y avoir vraiment des choses très, très bien. Encore faut-il qu'on maîtrise les usages et donc, trouver, encadrer, essayer de voir. Mais ça, c'est des discussions qui, à mon sens, doivent être des discussions collectives, interdisciplinaires, engager les agriculteurs, engager les éleveurs, avoir une dimension beaucoup plus participative, en fait, de la production des savoirs et de leur utilisation. Aïna. J'avais des questions d'ordre philosophique, comme je suis sociologue, donc plutôt m'annoncer la. Peut-être un peu plus fort, je suis pas sûr que derrière on t'entend. Oui, j'avais une question d'ordre plus sociologique sur les acteurs, en fait, parce que on a beaucoup parlé de Lyon, mais pourquoi pas déjà C'est une belle ville. Pourquoi ça s'est développé plutôt de ce côté-là à l'hôpital là-bas? Et un peu quel est l'écosystème en France, parce qu'en fait, à plusieurs reprises, tu mentionnes aussi des acteurs un peu ailleurs, par exemple du Brésil, la Géorgie, etc. Mais aussi, de manière, tu as mentionné le petit amendement, donc ça peut être aussi intéressant de dire comment il a circulé, entre quel type d'acteurs, et donc qui sont en quelque sorte, en fait, le groupe d'intérêt qui pourrait défendre ce type de stratégie dont tu parles, en fait, et empêcher que les gros méchants loups viennent s'approprier la question. Voilà, c'est plutôt un groupe d'intérêt sympathique. Voilà, une mobilisation sympathique des acteurs en France. Et après, j'avais une question d'ordre plus philosophique. Vas-y. Peut-être que je vais te la poser après à la bière. Vas-y. La balance. Tu as dit tout à l'heure que les choix moraux, c'est forcément des choix politiques. Alors, après 2-3 bières, on en parle.
oui, si, oui, parce que j'estime qu'en fait, la politique, c'est une histoire de principe au départ. Mais bon, bref, on pourra en parler. Il y a des principes qui, selon moi, doivent être très clairs depuis le départ. Et après, en fait, mais après, tout va bien. Pour la partie socio, en fait, il y a... moi, j'ai fonctionné assez classiquement hein, d'un point de vue de l'enquête, c'est-à-dire effet boule de neige, hein, tu commences, t'envoies un autre, etc. Il se trouve que c'est intéressant parce que tous étaient liés au départ par une start-up. C'est-à-dire qu'il y a une start-up qui est arrivée, qui a vu le potentiel des phages, qui a contacté d'abord Alain Dublanchet, qui a contacté d'autres acteurs qui faisaient de la recherche en fait sur les phages et qui avaient une petite idée déjà de faire de la thérapie phagique avec. Cette start-up a aussi contacté au départ les Lyonnais pour des raisons qui étaient liées au fait que si tu veux produire des phages, si tu veux avoir des phages qui marchent bien sur plein de bactéries, il faut des collections de bactéries pour les tester. Et les collections de bactéries, tu as pour ça ce qu'on appelle des centres de référence nationaux. Par exemple, on avait un centre national de référence des staffs, je crois que c'est des staffs, qui était à Lyon. Donc, ils ont été contactés comme ça, ils ont commencé à travailler ensemble, etc. Et ils continuent toujours à travailler. Enfin, je veux dire, les gens de la start-up font un excellent travail. En fait, voilà, la question, elle est pas. C'est pour ça d'ailleurs, pour moi, ça a été compliqué d'écrire ce livre. On peut parler aussi de cet aspect-là, c'est-à-dire que d'un point de vue purement politique, je ne suis pas pour le développement des phages dans les startups. D'un point de vue humain, scientifique, etc., quand j'ai discuté avec ces gens-là, c'est des personnes qui sont super, qui font un excellent travail, qui veulent toutes sauver des vies qui, bon, effectivement, il y a je ne voudrais pas me moquer en parlant de dissonance cognitive, mais effectivement, c'est compliqué de dire que disons que les intérêts de la start-up et les intérêts des patients ne sont pas les mêmes, sauf qu'en même temps, à la décharge des gens qui travaillent dans les start-up, il n'y a que là, en fait, qu'on leur donne les moyens de développer cette recherche. Donc, c'est aussi ça qui est difficile, en fait. Et finalement, ce qui s'est passé là, c'est assez rare, hein, c'est vraiment une mutualisation. C'est-à-dire que pour que ça se développe à Lyon, il a fallu quoi? Il a fallu que le microbiologiste qui gérait la collection de bactéries s'intéresse aux phages, que l'infectiologue qui était chef de service ou qui à l'époque était directeur adjoint du service d'infectiologie s'intéresse aux phages pour soigner ses patients. Et il a fallu que le pharmacien des hospices civils s'intéresse aussi aux phages pour mettre en jeu sa propre, comment dire, il se met en danger parce que c'est lui qui va être responsable de l'administration d'un traitement. Donc en fait, Lyon, pourquoi? Parce qu'il y a eu le chirurgien orthopédique qui a dit, parce qu'en fait à Lyon c'est surtout sur les infections osseuses, pour des raisons qu'on pourrait développer à l'apéro si tu veux, mais donc il a fallu quand même que ces 4 personnes disent, bon en fait ça vaut le coup, on se lance et on voit ce que ça donne. Donc déjà, ce n'était pas si évident que ça. Donc ça a pris à Lyon pour cette raison-là. Ça aurait pu prendre à la PHP à Paris, ça aurait presque été plus simple parce que la PHP est un établissement pharmaceutique, donc ils auraient moins de problèmes pour produire les phages. Lyon n'est pas établissement pharmaceutique. Ils ont une pharmacie, ils ont une plateforme de production qui est très très bonne, mais ils n'ont pas le statut d'établissement pharmaceutique, donc ils ne peuvent pas légalement produire des médicaments. Les subtilités de la réglementation. Mais donc ça a pris à Lyon pour cette raison-là. Ensuite, les 2 autres endroits où moi j'ai travaillé, qui sont d'abord eu les Belges, à l'hôpital militaire de la Reine Astrid, et ça c'est hyper intéressant. Pourquoi l'hôpital militaire? Eh bien parce que en fait, la médecine de guerre, c'est de la médecine infectieuse. Et que le premier essai clinique qui a été mené sur la thérapie phagique, c'était sur les grands brûlés, c'était sur les brûlures, c'était sur les infections de plaies par brûlure. Les plaies par brûlure, c'est sur les champs de bataille principalement, et donc l'hôpital militaire était intéressé pour développer ça. Aux États-Unis, les premiers à s'être intéressés à la thérapie phagique et à filer du pognon, c'était la Navy. Ils sont partout. Hein. Mais toujours est-il qu'effectivement, la médecine militaire, en fait, a toujours un coup d'avance. Hein, la médecine coloniale, la médecine militaire, voilà. On voit ça. Hein, oui, donc du coup, ça a vraiment commencé d'abord en Belgique avec une équipe hallucinante. Mais ils sont vraiment géniaux. Ils sont super. Non, mais franchement, non, mais ils sont géniaux. Vraiment. Et eux, dès le départ, ils ont dit non, en fait, on ne va pas refaire les mêmes erreurs que par le passé. Il faut qu'on arrive à faire un modèle de production qui permette de soigner les gens à faible coût, qui soit le plus large possible, etc. Et c'est eux qui ont mis le doigt en premier sur la réglementation. Et donc, tout ça a fait système. Après, il y a eu voilà, il y a Grégory Reich en Suisse, qui lui-même développe aujourd'hui la production de phages en hôpital public au CHUV de Lausanne. Voilà, et donc il y a cette équipe-là, et il y a d'autres gens qui font de la thérapie phagique en France, mais ça reste encore un peu confidentiel. Et après, on a un réseau qu'on appelle le réseau phage.fr, dont je fais partie, où on est maintenant
nombreux. Je vais me faire taper sur les doigts parce que je suis membre du bureau, je suis censée le savoir. Mais je me mélange toujours dans les chiffres. Je crois qu'on est 200 chercheurs ou c'est 200 équipes, je sais plus. Enfin, on commence à être assez nombreux, mais ça couvre tout. C'est-à-dire pas uniquement la thérapie phagique, ça couvre vraiment tout ce qui est recherche fondamentale, etc. Donc voilà, ça c'est la partie socio. Et ce qui est le plus marquant quand même, c'est qu'ils sont complètement ados. Les phages, ça... Petit méchant loup là. Tu dis pas de quoi la start-up comme si c'était une boîte là. Ils sont quoi? Ils sont chercheurs, ils sont... Oui, alors en fait, tu as le CEO qui a changé 3 fois en 7 ans. Et après, tu as une équipe, c'est des gens qui en général, la plupart en fait, ils viennent souvent de pasteurs ou autres. Voilà. Oui. Et après, voilà, c'est des gens qui font, enfin, moi j'ai rencontré plusieurs fois, des gens qui font un super travail de recherche et développement, mais qui sont dans un système où c'est des startups, quoi. C'est-à-dire que même savent que 3 mois de trésorerie, puis après on ne sait pas ce qui va se passer, levée de fonds régulière, etc. Ils sont entrés en bourse, puis là, je crois qu'ils ont été rachetés. Enfin, c'est une vie à part, quoi. Moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est de me dire, mais comment on fait quand on est chercheuse ou quand on est technicienne ou quand on est pharmacienne, enfin, quel que soit les gens qui travaillent dans la start-up, comment en fait on se projette en se disant que peut-être que dans 3 mois, on n'aura plus de boulot, quoi. Enfin, c'est de ça dont on parle, hein. C'est quand même les start-up, c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Si on a du bol, ça fonctionne et on est racheté par une entreprise pharmaceutique, on devient soi-même une entreprise pharmaceutique. Mais au départ, c'est quand même ça. Donc, moi, j'en parle assez peu. D'abord parce qu'en fait, comme j'ai fait un choix politique très clair de soutenir une démarche publique, je me suis un peu fermé les portes, voilà, même s'ils m'ont toujours accueilli très, très, très gentiment. Je pense que depuis, je sais pas. Mais ceci dit, voilà, ils font un travail, enfin, je veux dire, le travail qui est fait dans la start-up, le travail qui est fait à l'hôpital, c'est le même type de travail qui est fait. C'est juste le cadre. Mais bon, le cadre change tout, en l'occurrence. Parce que la destination des savoirs n'est pas la même. Est-ce que la santé publique s'intéresse à cette question? On essaye. Alors, pour vous dire, il est 19h49 et on m'a dit qu'on devait s'arrêter à 19h45. Alors, je ne sais pas si Vincent, on peut. Encore une minute. Une minute, Daniel. Bon, là, il y a un sujet qui a été évoqué, qui touche à l'armée, Oui. donc à l'armement. Et comme on ne vit que grâce à un partenariat avec un très grand nombre de bactéries, je me dis que peut-être les armes biologiques pourraient incorporer dans leur arsenal des phages qui seraient des sortes de munitions. Alors, le Pentagone investit beaucoup dans la recherche sur les phages aussi. Voilà. D'accord. Donc, alors, en fait, il se trouve que. Alors, ce n'est pas forcément que les phages, hein, mais par exemple, on sait qu'il y a des virus. Alors, ça, c'est très. Il y a des partenariats. Les virus, on voit ça comme des parasites. En fait, ils sont aussi symbiotiques. Et donc, il y a des virus qui permettent, par exemple, à certaines plantes de survivre plus facilement à de la sécheresse. Et donc, typiquement, le Pentagone avait lancé un projet, je trouve ça génial, je le retrouve j'avais mis ça de côté, c'est fabuleux. Avait lancé un projet en disant qu'ils allaient faire une recherche incroyable qui allait permettre en fait d'intégrer des virus dans les plants pour les rendre résistants à la sécheresse. Et là, on n'y croit pas, mais du tout, en fait. C'est-à-dire le Pentagone qui financerait un projet qui viserait soi-disant à éviter des pénuries alimentaires. On est la meilleure, ça. dans les pays du Sud. Il y a toujours un intérêt. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que si tu veux, le virus, tu peux l'utiliser pour que les plantes ne soient pas sensibles à la sécheresse. Tu peux aussi l'utiliser de plein d'autres façons. Tu vois. La manipulation des virus, moi, là, les phages, c'est vraiment un cas très particulier parce qu'ils sont inoffensifs pour les humains, parce que de toute façon, on a un certain nombre de connaissances sur ce système qui fait que y a peu de risques de débordement, en fait. Il n'y en a même pas, a priori, quand on écoute un peu les uns et les autres. Donc, on peut l'utiliser ponctuellement en santé avec des garde-fous, bien évidemment, comme toujours. Mais c'est entre ça et puis commencer à boutiquer intégrer des virus dans des génomes de plantes, on n'est pas dans le même. Non. Bien. Mais écoutez, merci Charlotte. Merci à toi, Mathieu. Acheter l'ouvrage qui est à la machine à lire, qui est une excellente librairie. Donc, et Vincent a quelque chose à nous dire. Oui, je voulais simplement ajouter que cet ouvrage est lisible par tout le monde parce que j'ai réussi à le lire. Alors que je n'ai pas la moindre formation scientifique.
Je tenais à le dire. Oui, Il est aussi lisible que Charlotte est audible. Ça a été Très bien, très bien. Parfait.